Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Les racines. Un enracinement séculaire. Un enracinement séculaire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un jour avec l'un de mes frères de 6 ans, mon aîné, étudiant à Rodez, nous avons eu la curiosité de découvrir ce que pouvait bien contenir une grande malle de voyage rangée au grenier, sous les combles, au milieu d'un fatras de vieux livres reliés en cuir, abîmés et rongés par les souris. Il y avait aussi de vieux journaux, revues et divers autres objets, témoins et vestiges d'une période révolue et d'une activité domestique éteinte. Cette malle contenait des papiers de famille accumulés depuis des générations, et dont beaucoup avaient fané avec le temps. Il y avait là un ensemble hétéroclite de lettres, actes, documents et autres parchemins, éléments d'un véritable puzzle de l'histoire d'une famille, la mienne, de l'histoire aussi de la vie locale et des us et coutumes d'une époque et d'un pays. Un véritable trésor. De ces archives familiales nous avons extrait, entre autres documents exceptionnels, les minutes authentiques des féodaux locaux de l'époque. Il y avait à ce moment-là dans le pays 2 baronnies, Jallanque et Verdun. Les seigneurs de ces lieux nommaient procureurs de leurs baronnies respectives notre ancêtre notaire, résidant et exerçant au lieu-dit de Quin. Et la signature de ces 2 seigneurs était validée du sceau en cire rouge portant leurs armoiries. C'est ainsi qu'avec mon frère nous avons découvert cette page d'histoire locale. Les 2 baronnies furent érigées en communes après la Révolution de 1789. Elles devinrent les communes de Jallanque et de Verdun, précédant la naissance de la commune de Quin qui eut lieu en 1800. Dès le XVIIIe siècle, les châteaux féodaux de Jallanque et de Verdun étaient déjà en mauvais état, sinon en ruine. Les seigneurs de l'époque résidaient sur d'autres terres en des demeures plus confortables. La mairie ou commune de Quin a été officiellement créée le 5 Messidor de l'an 7, c'est-à-dire le 24 juin 1800. Nous devons à Jean Morel, ingénieur des mines, enfant du pays aujourd'hui à la retraite, d'avoir dans un ouvrage récent décrit 2 siècles d'histoire de la commune de Quin, sous le titre « Quin 1800-2000 ou la traversée du temps par une commune du Ségala ». Quant aux documents concernant quelques pages de l'histoire familiale, mentionnés ci-dessus, ils ont été confiés aux archives départementales. Je suis né en 1930 dans une modeste famille paysanne. C'est à Quin, mon village natal, que j'ai vécu mon enfance et ma jeunesse. Depuis fort longtemps, ma famille est enracinée dans ce coin de terre du Ségala aveyronais. Le nom de Brianne serait d'origine gauloise. Étymologiquement, il proviendrait du terme gaulois brigo qui signifie force, vigueur. Dictionnaire de la langue gauloise 2003 page 88 X de la Mare. D'autres érudits retiendraient une origine celte à partir de O'Brien, la région ayant été longtemps occupée par les Anglais, guerre de 100 ans. Quoi qu'il en soit, la famille Brianne est présente depuis fort longtemps à Quin. Le village est situé entre les bourgs de Nocelles et de Barraqueville. Le pays est irrigué par la route nationale 88 qui relie Rodez à Albi et au-delà Lyon et Toulouse, et par la voie ferrée Rodez-Toulouse. Modeste famille paysanne, dis-je, installée sur ce qui reste d'un important patrimoine foncier autrefois propriété de notaires terriens jusqu'au XIXe siècle. La veuve du dernier notaire de la famille Brianne, qui mourut jeune, ne sut pas assumer l'héritage familial. Elle dilapida l'essentiel des biens et ne donna, ni ne fit donner à son unique fils l'instruction qui lui eût peut-être donné la possibilité de poursuivre la lignée notariale et de maintenir le patrimoine familial. Ainsi, la disparition brutale, prématurée du dernier notaire de la famille changea, en l'espace d'une génération, la situation de la famille Brianne dans son statut social et dans ses moyens d'existence. Cependant, malgré cet avatar de la vie, des générations d'agriculteurs, authentiques paysans, se sont succédés et ont exploité la ferme familiale réduite à la portion congrue. Ils ont maintenu le nom et la pérennité du berceau familial. Par amour pour une jeune fille du pays qui devint son épouse, l'un de mes frères aînés succéda à mon père sur la ferme familiale. Il renonça à un emploi qui lui était destiné dans la fonction publique, après avoir passé avec succès un concours au terme de ses études secondaires. Il sera le dernier du nom à avoir maintenu l'exploitation familiale, l'évolution de l'agriculture et des structures d'exploitation faisant que les 11 hectares dont il disposait ne permettaient plus l'installation convenable d'une nouvelle génération, celle de ses enfants.
Aucun de ses 5 enfants n'a pu envisager d'assumer la relève, et ce sera un neveu agriculteur dans le pays, fils de ma plus jeune sœur, qui lui succédera dans l'exploitation des terres rendues disponibles à l'âge de sa retraite. En l'espace de 2 générations d'agriculteurs, l'Aveyron a vu le nombre d'exploitations agricoles diminuer considérablement. Les services de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron m'ont indiqué que de 1955 à 2000, le nombre d'agriculteurs aveyronnais avait chuté de 35 000 à 10 700. Une famille chrétienne unie et solidaire. Nous étions 7 frères et sœurs, 4 garçons et 3 filles. J'étais le 4e de la fratrie et, paraît-il, le plus turbulent. Cela me valait de me retrouver autour de la table familiale, assis immédiatement à la droite de mon père. Mes 2 frères aînés, André et Raymond, avaient respectivement 7 et 6 ans de plus que moi. Puis venait ma sœur Simone, de 2 ans mon aînée. Lorsque j'étais enfant, elle veillait sur son petit frère et le protégeait au besoin. Mais celui-ci, plutôt volage, rompait avec cette complicité affective et se transformait parfois, paraît-il, en véritable tyran dont elle devenait le souffre-douleur. Pour autant, lorsqu'intervenait l'autorité parentale, elle plaidait ma cause auprès de nos parents. C'était touchant. Alors moi, en retour, je câlinais ma grande sœur. Après moi venait Cécile, de 4 ans ma cadette, puis Jacques, né 4 ans après, et enfin Régine, dont mes parents à sa naissance firent de moi son parrain. J'en étais émue. Ainsi à 11 ans étais-je investie d'une responsabilité de grand frère à l'égard de notre plus jeune sœur. Nos parents pouvaient être heureux et fiers de leurs 7 enfants. Nous étions une famille paysanne laborieuse et sans histoire, où l'amour et l'esprit de famille étaient bien vivants. Quand en 1942 la maladie de mon père vint ébranler gravement le bonheur familial, mon frère aîné avait 19 ans et ma plus jeune sœur, moins d'1 an. C'était encore un bébé. J'avais 12 ans. La maladie de mon père, alors âgé de 42 ans, fut pour nous tous une grande épreuve. Celle-ci fut cependant progressivement dépassée et dominée grâce aux efforts conjoints du corps médical et des services de soins, de la présence forte et solidaire d'une famille unie, du soutien discret et efficace de la communauté villageoise. Ma mère fut la première à l'épreuve et à la tâche en cette période douloureuse. Sa foi, son courage, sa dignité, sa bonté rassemblaient. Elle nous éclairait et nous entraînait par son exemple. Dans la famille Brianne, il y avait comme un rite immuable ordonnant la vie familiale et les instants privilégiés où la famille se trouvait réunie. C'était quotidiennement à l'heure des repas et pour la prière du soir autour de l'âtre, juste avant le repos de la nuit. Autour de la table familiale de mon enfance, chacun avait sa place. D'un côté de la grande table rectangulaire, il y avait un banc en bois massif sur lequel s'asseyaient les hommes. L'autre côté de la table était réservé aux femmes, et il y avait pour elles des chaises rustiques empaillées. Ces chaises étaient fabriquées par un artisan du pays, avec du bois de merisier provenant de la ferme familiale. Mon père officiait en bout de table, du côté où se trouvait le tiroir à pain et la miche coincée entre table et tiroir à l'heure du repas. Il avait la charge du partage aux convives présents. À sa droite, sur le banc, prenions place mes frères et moi-même. En face prenait place la grand-mère paternelle, puis, en suivant, mes sœurs et ma mère en bout de table. Elle officiait de son côté en tant que maîtresse de maison et cuisinière, veillant au bon déroulement des agapes de la maisonnée et à la bonne tenue des 2 plus jeunes enfants immédiatement proches d'elle. Nos parents avaient la foi, une foi séculaire qu'ils souhaitaient transmettre à leurs enfants. L'ambiance familiale en était imprégnée, dans le travail de la ferme et des champs, dans le vécu religieux de la semaine et du dimanche, dans les moments de loisirs et de détente et jusque dans les soirées en famille, autour du feu de bois dans l'immense et antique cheminée de pierre où séchaient et s'affinaient les bonnes charcuteries maison. Pendant les mois d'hiver, c'étaient de longues veillées où l'on était heureux de se rassembler en famille et entre voisins. On y décortiquait à la main les épis de maïs récoltés à l'automne. Pendant ces veillées, mon père fabriquait paniers, corbeilles et paillasses pour les besoins familiaux. Ma mère et ma grand-mère tricotaient avec dextérité pulls, bas, écharpes et autres lainages pour l'ensemble de la famille. J'étais admiratif de leur savoir-faire et de la rapidité avec laquelle trottaient les aiguilles entre leurs doigts agiles. Les paniers fabriqués avec des lattes de jeunes pousses de taillis de châtaigniers tressés,
servaient aux besoins de la ferme et notamment pour le ramassage des tubercules dans les champs, pommes de terre et topinambours. Les corbeilles en osier servaient, les jours de lessive, à transporter les draps et le linge au lavoir ou au ruisseau pour les laver. Il n'y avait pas de machine à laver en ces temps-là. Les paillasses rondes, fabriquées avec paille et demi-tiges de ronces entrelacées habilement, servaient à la fabrication du pain à la ferme. Après avoir été pétrie à la main, dans la maie, la pâte à pain était déposée en boule dans les paillasses. Enveloppée dans un tissu rêche, la pâte devait lever grâce au levain avant d'être transportée dans la paillasse jusqu'au four préalablement chauffé pour la cuisson. Le four à pain était chauffé avec des fagots de buisson préparés à cet effet sur la ferme. Les haies des champs, taillées périodiquement, fournissaient la réserve nécessaire de ce combustible à la fois économique et écologique. Dans la famille Brian, nous étions tous mélomanes. Nos parents nous ont légué des cordes vocales bien accordées. Ma mère avait une voix d'or, et mon père un registre vocal vaste et puissant. Il était chantre à l'église du village. Les veillées d'hiver se transformaient souvent en concerts mélodieux à plusieurs voix. Nous formions en famille un chœur de chant dont le répertoire était varié. Y figuraient chants occitans, vieilles chansons françaises et aussi chansons à succès plus contemporaines et populaires. Les contes et vieilles histoires du pays nous étaient racontés par nos aînés, mainteneurs, à leur insu, de la mémoire paysanne qu'ils savaient transmettre à la jeune génération. On ne s'ennuyait pas dans ces soirées familiales. Les voisins du village venaient nous rejoindre pour jouer aux cartes et échanger sur le quotidien de la vie locale. On ne s'ennuyait pas non plus à la ferme et au village tout au long de l'année, rythmé par les jours et les semaines, les mois et les saisons pour vaquer aux occupations scolaires pour les enfants, aux obligations familiales quotidiennes et selon les saisons, aux travaux de la ferme. Qu'il s'agisse des travaux dans les champs pour les labours et la culture, lors de la fenaison, de la moisson, de la récolte des pommes de terre à l'automne, des soins aux bêtes et de leur gardiennage, de la basse-cour ou plus simplement, de l'approvisionnement en bois de feu et autres denrées utiles à la vie courante de la communauté familiale, la besogne ne manquait pas. Mais il importe de savoir que chacun des membres de la famille devait y prendre sa part, quel que soit son âge, ses forces physiques et ses occupations personnelles propres. Chacun avait sa place, sa part de responsabilité et participait à la vie quotidienne du groupe familial. Les enfants de la famille Brian n'avons pas été élevés dans la culture de l'oisiveté, ni dans la pratique du laisser-vivre, du laisser-aller et du laisser-faire. Tout jeunes, nous avons pratiqué la participation et appris la notion de service et d'effort, aussi le sens du devoir personnel à accomplir, l'apprentissage de la citoyenneté. La disposition des lieux de la maison familiale elle-même et de son environnement immédiat, l'attitude et le bon exemple de nos parents créaient une atmosphère favorable à un renforcement des liens familiaux et de l'esprit de famille qui régnait entre ses membres. Notre maison avait façade sur cour. Au rez-de-chaussée, une grande pièce commune, carrée, flanquée de la grande cheminée en pierre de schiste du pays taillé. À l'intérieur de celle-ci, un recoin pour stocker le bois. À droite, un petit four désaffecté qui autrefois servait à la cuisson de petits pains et pâtisseries. Au fond de la pièce, l'accès à une réserve et une souillarde, une arrière-cuisine servant de débarras, avant la porte donnant sur le jardin. L'escalier montait vers l'étage des chambres, de grandes pièces en enfilade. Au rez-de-chaussée, une autre pièce où l'on accède par le SAS d'entrée desservant l'escalier. Cette pièce est à usage multiple, chambre d'amis, salle à manger privée, musée de famille. Détail amusant, c'est de cette pièce que l'on accède à la cave à vin excellente, creusée dans le schiste. Une trappe et une échelle de meunier permettent d'aller tirer le vin. Ce fut, dans mes jeunes années, l'une de mes tâches quotidiennes. La maison familiale est toujours là comme témoin. Peut-être un jour reprendra-t-elle du service pour accueillir encore, autrement, de futurs résidents, permanents ou vacanciers? Ou disparaîtra-t-elle? Pour loger les siens, mon frère a édifié une maison plus fonctionnelle et plus confortable, mieux adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Derrière la maison, un grand potager suffisait à lui seul pour nourrir toute une famille. Un jardin suspendu, clôturé d'une haute muraille dominant le chemin d'accès vers les champs et les parcelles voisines. Au fond du jardin, à l'angle nord, une tour ronde. Dans le temps, elle fut un pigeonnier. Elle est devenue par la suite séchoir à châtaignes.
Les châtaignions étaient utilisés pour la nourriture des cochons et de la basse-cour. Maisons d'habitation et bâtiments de ferme sont ordonnés autour d'une cour en contrebas de l'église du village et du presbytère. Lorsque j'étais enfant, l'entrée de la cour était flanquée d'un côté d'un bâtiment abritant le corbillard à chevaux servant au transport des défunts les jours de sépulture. De l'autre côté se trouvait l'atelier d'un forgeron maréchal Ferrand. L'activité de la forge et le ferrage des chevaux et des bœufs occuperont de nombreux instants de mon enfance, du fait du proche voisinage. C'est dans ce cadre et dans cet environnement familial que j'ai vécu mes jeunes années. Une diaspora aveyronnaise exceptionnelle. Cet esprit de famille et cette solidarité familiale trouvaient leur prolongement auprès des membres de la famille expatriée. Au XIXe siècle et jusqu'à la moitié du XXe siècle, la terre aveyronnaise n'était pas assez riche pour nourrir tous ses enfants. Au XIXe siècle, il y avait plus de 400 000 habitants en Aveyron. Un courant migratoire se dessina vers les plaines du Languedoc, celles de la Garonne et Toulouse, et surtout vers Paris. D'autres firent le grand saut et émigrèrent vers les Amériques, en Argentine et aux États-Unis. C'est ainsi que dans la Pampa argentine, la ville de Pigu naquit de l'implantation d'une colonie aveyronnaise débarquée en 1884. Dans les faubourgs de San Francisco, il y a également les descendants de migrants aveyronnais du XIXe siècle. Notre famille, comme tant d'autres en Aveyron, participait de cette diaspora résultant de la migration des Aveyronnais vers d'autres cieux depuis plus d'un siècle. C'était une joie et une fête d'accueillir au pays ces membres de la famille expatriés. C'est toujours une joie partagée et un immense plaisir de maintenir les liens entre parents, entre générations restées au pays et générations vivant ailleurs. C'est aussi un enrichissement mutuel qui nous est offert, et qu'il convient d'entretenir et de cultiver. Je veux ici rappeler pour mémoire tout ce qui est fait, sur le plan institutionnel, dans le cadre d'un amicalisme aveyronnais fortement organisé et structuré, probablement unique en son genre. Je veux rendre hommage à tous ceux qui ont su imaginer, maintenir et développer les liens d'amitié et de solidarité entre Rouergas expatriés et Rouergas restés au pays. Je citerai Robert Lèze, haut magistrat d'origine villefranchoise, qui fut le premier président de la Fédération des Amicales Aveyronnaises, Maurice Solignac, son successeur, inventeur et inspirateur de l'Oustal et de l'immeuble de Bercy, ce grand quartier général de l'amicalisme aveyronnais, Gérard Palloc, aujourd'hui digne successeur de ses aînés qui s'efforcent d'adapter l'amicalisme à notre temps. 3 présidents qui ont incarné et qui incarnent ces valeurs de la grande famille aveyronnaise dont nous sommes fiers. De cette solidarité aveyronnaise, j'en ai amplement bénéficié à Paris, dans ma propre famille présente dans la capitale, lors de stages de formation et de séjours professionnels, puis après mon élection à l'Assemblée nationale en 1971. Ma vieille tante, veuve de guerre qui mourut centenaire, et sa fille, ma cousine également veuve, proposèrent de m'accueillir dans leur appartement parisien. Jean, fils de Joseph, étant devenu député, il fallait l'accueillir à Paris et lui procurer un pied-à-terre. Joseph, c'était mon père et pour la famille expatriée, c'était celui qui au pays natal avait maintenu la maison familiale, le berceau de la famille Brianne. Je ne résiste pas au plaisir de raconter une autre anecdote au sujet de cette diaspora aveyronnaise, à travers le monde. Début décembre 1984, une forte délégation aveyronnaise s'envola vers l'Argentine pour aller fêter le centenaire de la fondation de la ville de Pigu, petite ville comptant aujourd'hui un peu plus de 10 000 habitants, située en pleine Pampa à quelques 600 km au sud-est de Buenos Aires, la capitale argentine, et à quelques 150 km de Bahia Blanca, autre ville et port plus au sud de cet immense pays d'Amérique latine. La délégation était nombreuse, environ 300 personnes. Il y avait les officiels aveyronnais parlementaires et élus, mais surtout des représentants de familles aveyronnaises allant à la rencontre de leurs lointains cousins d'Argentine. Les VIP de la délégation étions logés à l'hôtel à Pigu. Les autres membres de la délégation étaient logés dans les familles d'accueil. Dès le lendemain de notre arrivée vint à ma rencontre à l'hôtel un policier du commissariat de police de Pigu. Cet inspecteur de police avait remarqué que le député de l'Aveyron, présent dans la délégation, portait son nom. De plus, il venait de France, du pays dont son père était originaire.
Il en déduisit que nous pouvions, selon toute vraisemblance, être parents. Sa famille n'habitant pas Pigu mais une autre ville distante d'une trentaine de kilomètres, il nous proposa de nous retrouver le lendemain soir avec tous les siens dans un restaurant de la ville de Pigu pour faire connaissance et fêter l'événement au cours d'une soirée familiale. Le lendemain soir, toute la famille était présente au rendez-vous. Il y avait son épouse, ses enfants, sa sœur et aussi son vieux père âgé de 84 ans. Celui-ci, né avec le siècle, avait quitté la région de Barraqueville et la France en 1905 avec ses parents. Les premiers migrants installés depuis 1884 attiraient de nouveaux migrants. Plusieurs vagues se succédèrent. Au cours de cette soirée, j'ai vécu des instants forts inoubliables. À la vue du grand-père Brian présent, je crus revoir mon père. Celui-ci, décédé en août 1974, était lui aussi né en 1900. Je fus frappé par les traits communs du visage, qui semblaient bien confirmer un lien de parenté entre les deux hommes nés la même année sur des terres proches, en France. Le grand-père Brian, assis à table à mes côtés, n'avait jamais connu ni pratiqué la langue française. Sa langue maternelle, lorsqu'il était enfant, était la langue d'oc, le patois pratiqué en Aveyron. De mon côté, je pouvais comprendre la langue de Cervantes mais ne pouvais engager le dialogue avec lui et les siens. Alors nous décidâmes d'échanger dans notre langue maternelle commune, que nous maîtrisions assez bien l'un et l'autre, et qui nous permit de converser toute la soirée. Il fallut bien évidemment faire partager nos échanges, traduire et expliquer aux membres de la famille Brian, ébahis de nous voir communiquer de la sorte avec aisance dans un langage qui leur paraissait inaccessible mais qui nous était commun. Il était heureux et fier, ce grand-père, de converser avec le fils d'un probable cousin qu'il n'avait jamais connu, qui de plus était député de l'Assemblée nationale française. Quel moment d'intense émotion lorsque je lui remis, en souvenir de cette rencontre, la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Lorsque vint l'heure de la séparation, ce fut émouvant. Nous nous embrassâmes comme membres d'une même famille, heureux de s'être rencontrés, avec la ferme volonté exprimée de maintenir les relations et le contact par-delà l'éloignement géographique. Le décès du grand-père, fédérateur de nos retrouvailles, les difficultés de la langue, la distance et les vicissitudes de l'existence ont fait que les relations se sont distendues puis interrompues avec la famille Brian d'Argentine. Quin, un village en Ouergue. Quin vient du mot saxon guin qui signifie demeure. C'est le village chef-lieu d'une vaste commune rurale de près de 4000 hectares, formée de nombreux villages et hameaux répartis en 9 paroisses, dont 7 périphériques au territoire communal. C'est dire l'extrême dispersion de la population dans le quotidien de la vie sociale. La paroisse a longtemps été la première communauté humaine de proximité. Les bourgs-centres de Nocelles et de Barraqueville, chef-lieu de canton, drainent vers eux cette population rurale éparse à dominante agricole parce que ces deux bourgs proposent commerce, artisans et services à la population. L'éventail des activités tertiaires y est plus large et plus complet que dans les villages, où l'on ne trouve guère que des artisans utiles à l'activité agricole et quelques commerces de proximité pour les besoins domestiques. Les bourgs de Nocelles et de Barraqueville ont été longtemps confortés par l'existence de la foire mensuelle qui se tenait dans chacune des localités. Foire importante où la population des environs se rendait en nombre pour vendre la production animale et autres de la ferme. Bovins, porcins, basse-cour, jardinage. On venait aussi aux foires pour s'approvisionner ou tout simplement pour participer à ces rendez-vous périodiques qui, en supplément des affaires et des échanges, diffusaient une certaine ambiance conviviale et festive. Je me souviens avoir dans mon adolescence, souvent accompagné mes parents à la foire pour y vendre des veaux, des porcs gras ou des porcelets, pour y acheter habits et chaussures. Une fois, j'avais alors une quinzaine d'années, mon père me confia la vente d'un veau et me laissa opérer seul sur le foirail, au milieu de la mêlée à la fois animale et humaine. Le marchand de bestiaux, malgré mon jeune âge ou peut-être à cause de cela, finit après quelques tergiversations et plusieurs passages, par accepter le prix au kilo que je lui demandais sans faillir, en argumentant de la qualité de l'animal. Il fit le geste symbolique concluant l'affaire en topant dans ma main. J'étais satisfait et quelque peu fier pour cette première expérience, d'avoir bien négocié le prix. Mon père me félicita. Les jeunes gens et les jeunes filles du pays aimaient bien se retrouver à la foire où ils venaient en vélo ou à pied. Ils déambulaient dans la ville en devisant.
Beaucoup se retrouvaient au bal populaire et dansaient au son de l'accordéon de musiciens locaux. Les bistrots et restaurants du bourg étaient pleins à craquer. Il leur fallait ce jour-là renforcer leurs effectifs. L'un des bars-restaurants du bourg, tenu par des membres de ma famille, m'embauchait alors pour le service de la clientèle du restaurant. C'est là que, dès que je fus jeune homme, j'appris à connaître et à pratiquer une fois par mois le métier du service dans la restauration. Une corde de plus à mon arc citoyen. Avant l'avènement en agriculture et dans le monde rural du moteur à explosion, c'est-à-dire du tracteur et de l'automobile, on se rendait aux foires avec les attelages domestiques de chevaux et de bœufs, ou à pied. Par la suite, tracteurs, voitures automobiles et camions remplacèrent progressivement les attelages. L'évolution de l'agriculture, avec la disparition de nombreuses exploitations familiales, la politique agricole commune, PAC et ses effets, l'organisation des productions agricoles en filière, la modernisation et la transformation des méthodes culturales, de commercialisation, voire de transformation des productions agricoles ont entraîné la disparition de la plupart de ces foires dans leur forme initiale. D'autres concepts, d'autres formules de production, de commercialisation et d'organisation des marchés et des échanges économiques sont venus bouleverser les modes de vie, les conditions de vie et de travail des agriculteurs et de l'ensemble des ruraux. La démographie de la commune de Caen n'a pas échappé à l'évolution et aux mutations qui se sont produites au cours du XXe siècle. Il y eut la saignée de la Grande Guerre 1914 à 1918. 118 morts tombés au champ d'honneur dont les noms sont gravés sur le monument aux morts dressé sur la place du village. Bien des communes rurales ne se relèveront pas de cette hécatombe. Au recensement de 1896, le dernier du XIXe siècle, la commune de Caen comptait 2167 habitants. À celui de 1936, elle n'en comptait plus que 1501. Au dernier recensement du XXe siècle, en 1999, nouveau constat d'une forte chute du nombre d'habitants avec 651 habitants seulement. Ainsi, en un siècle, la commune de Caen a vu sa population diminuer de 70%, soit une perte d'environ les 2/3 de sa substance humaine. La désertification massive de l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale 1939 à 1945, et en fait, de la deuxième moitié du XXe siècle, est passée par là. L'hémorragie démographique a été telle dans la commune de Caen qu'il a fallu se résoudre à fermer l'école du village chef-lieu et à rassembler les enfants en un autre point de la commune, le village de Salans, distant de quelques kilomètres du chef-lieu mais plus central pour la population scolaire présente. Aujourd'hui, un espoir de renouveau est en train de naître dans la commune de Caen en ce qui concerne sa démographie. De nouvelles maisons d'habitation ont été construites au chef-lieu et dans d'autres villages de la commune. D'autres sont en construction et en projet, sans compter la rénovation des anciennes maisons souvent rachetées par des citadins. Ainsi, le développement urbain de l'agglomération de Rodez, distante de 25 km, a-t-il ses effets positifs dans l'arrière-pays rural. La municipalité se préoccupe activement d'accompagner, voire de susciter cette croissance, ce développement d'une nouvelle ruralité. De nouveaux résidents arrivent et s'implantent. Il va falloir veiller au foncier, le maîtriser, créer éventuellement des réservations foncières. Il ne faudrait pas que ces villages ne soient demain que des villages dortoirs, des activités nouvelles doivent s'y implanter, créatrices de richesses et d'emplois. Créatrices aussi de services pour les habitants et de vie sociale. Afin que le monde agricole ne se replie pas sur lui-même, mais s'ouvre à cette évolution de la ruralité. C'est le meilleur moyen de rééquilibrer le territoire national, que de faire vivre et se développer nos territoires ruraux. Le meilleur moyen aussi d'enrayer la croissance démesurée des grandes agglomérations excessivement coûteuses et destructrices de qualité de vie. Nos gouvernements successifs, sous la Troisième, Quatrième puis la Cinquième République, ont-ils su faire évaluer les coûts comparatifs en investissement pour les infrastructures et les services publics à créer, et les charges de fonctionnement qui en résultent pour la collectivité par tête d'habitant selon que le citoyen s'installe en ville ou à la campagne? En ont-ils tiré toutes les conséquences? Une communauté villageoise rassemblée et soudée. Rien de ce qui se passait dans la communauté villageoise n'échappait à personne. L'instituteur, secrétaire de mairie, et le curé de la paroisse y occupaient une influence très forte auprès de la population.
Cette suprématie relative de ces notables par fonction s'estompera progressivement du fait de l'émergence de citoyens, hommes et femmes du pays, mieux formés et acceptant de s'engager dans les institutions économiques, sociales, civiques et dans les mouvements associatifs, syndicaux et familiaux qui se sont développés. Expression tangible d'une démocratie participative vivante en marche. La vie du village était intense. Il y avait les allées et venues des attelages vacants aux travaux agricoles du moment. Il y avait les troupeaux se rendant ou revenant des champs ou des pâtures, décorant au passage les rues du village de leurs bouses fraîches. Il y avait toute l'année la vie qui s'écoulait, coulait tranquillement, les adultes de tous âges prenant le temps de vivre et d'échanger sur le temps, les événements, le travail, les semailles puis les récoltes. Le soleil et la lune trouvaient place dans leurs propos parce qu'ils savaient, eux, que les astres du jour et de la nuit ont leur place et leur influence dans la vie de la nature et des gens. Il y avait les enfants, nombreux, égayant l'atmosphère de leurs cris et de leurs jeux, courant et se poursuivant à travers les rues et pendant la récréation dans la cour des écoles, sous la surveillance de leurs maîtres. Il y avait le curé qui lisait son bréviaire en faisant les 100 pas, le boulanger ambulant venant livrer son pain cuit de la nuit précédente. Il y avait les bruits des métiers, forgeron, maréchal ferrant, charron, menuisier, cordonnier. Il y avait une vie simple et harmonieuse, avec toutes les joies et les peines d'une population laborieuse accrochée à son clocher, à son territoire. Une vie saine rythmée tous les jours, de l'aube au crépuscule, par les chants des oiseaux, les cloches à l'heure de l'angélus et des offices, les heures sonnantes égrenées fidèlement à la grande horloge du clocher. Le dimanche marquait une pause dans le labeur de la semaine. Après l'office religieux, on devisait par groupe sur la place. Les hommes se dirigeaient vers l'auberge proche pour boire un coup et trinquer. Les femmes, maîtresses de maison, se rendaient à l'épicerie faire les emplettes pour la semaine. Vers midi, chacun regagnait la maison familiale où l'on se retrouvait en famille pour le repas amélioré du dimanche, avec éventuellement le pot-au-feu ou la poule au pot d'Henri IV. Les loisirs du dimanche au village de mon enfance étaient quasiment liés aux saisons et aux us et coutumes du pays. À la belle saison et dès la fête de Pâques, on sortait les jeux de quilles, ce jeu de force et d'adresse où excellent les hommes forts. Mais ce jeu est aussi pratiqué aujourd'hui par des jeunes, et aussi de plus en plus par des jeunes filles. Ce sport est de nos jours structuré, organisé et ouvert à la compétition, au même titre que les autres sports. La pétanque a toujours eu aussi la faveur d'un large public de tous âges, même à la campagne. Dès mon jeune âge, j'ai joué aux quilles comme mes grands frères et mon père, à la pétanque aussi. Ce jeu se pratiquait chez soi en famille, ou sur la place du village. Le ping-pong commençait à pénétrer les campagnes, de même que le tennis dans les bourgs. À la saison, le football attirait de nombreux jeunes, mais il n'y avait pas encore de club de football à Caen. Ce sport s'est considérablement développé dans les villages ruraux aveyronnais, et nombreux désormais sont ceux dont les équipes participent à la compétition, y compris au pays natal. Les jeux de cartes, surtout la belote, se pratiquaient et se pratiquent toujours dans les familles comme dans les lieux publics, salles municipales et cafés de nos villages. Les concours de belote sont légion jusque chez les aînés, dans les clubs du troisième âge, lesquels n'existaient pas encore dans nos jeunes années. En famille, nous aimions jouer à la belote entre nous et entre voisins, particulièrement pendant les longues veillées d'hiver. Mais il est un jeu d'enfant dont je garde le meilleur souvenir. Il s'agit du jeu de billes, quilloux ou tapette, que nous pratiquions avec passion dans les espaces existants et jusque dans la cour de l'école à la récréation. Devenus plus grands, nos jeux se diversifiaient avec le jeu de saute-mouton pour les garçons et Colin-Maillard et la marelle pour les filles. Adolescents, à pied ou en vélo, nous allions au bourg voisin assister et pour certains participer aux matchs d'équipes sportives. Il y avait aussi les activités culturelles de mouvements de jeunes, telles la JAC et la JACF où, en supplément d'une ouverture générale sur le monde, nous pouvions participer à l'apprentissage du théâtre, du chant et de la danse. Tous les ans, nous participions à la Coupe de la Joie qui, du village au national en passant par le département et la région, faisait accéder les jeunes ruraux que nous étions à la pratique de l'expression corporelle, à la maîtrise de soi, à la découverte de la culture et de l'art. Nous fréquentions aussi plus prosaïquement les fêtes de village et les bals populaires qui se déroulaient dans le pays proche, et quelquefois au-delà. Chaque village avait coutume d'organiser la fête votive le dimanche le plus proche de la date de la fête du saint patron du lieu.
Dans mon village, on fêtait Saint-Clair et la fête locale avait lieu le premier dimanche de juin. Bien qu'éloignés des attractions de la grande ville, tous les âges savaient trouver au village des loisirs à leur portée. Cependant, nous savions aussi nous rendre éventuellement à Rodez et ailleurs, non seulement pour les échanges commerciaux et les affaires utiles à la satisfaction des besoins domestiques et familiaux, mais aussi pour les loisirs et la culture lors de programmes exceptionnels proposés dans les domaines du sport, de la musique et du chant, du théâtre et du cirque, et quelquefois, pourquoi pas, du civique et du politique. L'entraide au village. L'entraide au village, sous toutes ses formes, était quasiment quotidienne, permanente, qu'il s'agisse des travaux des champs à la saison des grands labours et des semailles d'automne, qu'il s'agisse du temps de la fenaison puis de la moisson, du ramassage des gerbes et de la confection des gerbiers, moisson suivie des chantiers de dépiquage dans les fermes qui duraient un bon mois et qui nécessitaient une trentaine de paires de bras autour de la batteuse et de ses engins complémentaires pour botteler la paille et produire l'énergie nécessaire au fonctionnement mécanique de cet ensemble. Comme ouvrier saisonnier, j'ai participé à plusieurs campagnes de dépiquage à l'âge où l'on passe le conseil de révision et où on a le sentiment d'être devenu un homme. J'étais toujours volontaire pour porter les sacs de grains depuis la batteuse jusqu'au grenier. Selon les fermes, il y avait quelquefois de la distance à parcourir et des marches d'escalier à grimper avec sur le dos un sac de blé pesant de 80 à 100 kg. Au retour du grenier vers la batteuse, les porteurs étions autorisés à passer par la cuisine où nous attendaient quelques gâteries solides et liquides. Nous y étions toujours bien accueillis, mais il ne fallait pas abuser de ce privilège éphémère, ni croire que cette considération spontanée avait valeur de certificat de force virile de la part de la maîtresse de maison ou des jeunes filles qui pouvaient se trouver par là. Lorsque je fus élu député pour la première fois, mon employeur de l'époque était aux anges. Il était fier d'avoir eu comme estivandier, en Languedoc ouvrier saisonnier d'été, celui qui venait d'être élu, et il le faisait savoir autour de lui. À l'automne, ceux qui avaient pris de l'avance sur leur exploitation dans la récolte des pommes de terre allaient donner la main à ceux qui, pour des raisons diverses, avaient pris du retard. Surtout si la menace du mauvais temps et des premiers frimas se précisait. Ainsi, personne n'était laissé à la traîne, quelles que soient les saisons pour amasser les récoltes, et l'entraide paysanne prenait toute sa valeur et tout son sens. Lorsque pénétra au pays la méthode de l'ensilage des fourrages, maïs et autres végétaux stockés pour la nourriture des animaux en complément du foin traditionnel, l'entraide entre agriculteurs trouva là une nouvelle application. Il faut voir les jours d'ensilage la noria des tracteurs avec remorque, chargés du précieux aliment végétal craché par l'ensileuse dévorante que tire un puissant tracteur ou par la grosse ensileuse automotrice utilisée en CUMA. La CUMA, coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun, est une forme d'entraide mécanisée qui apporte à nos agriculteurs le service d'outils les plus modernes et les plus performants. Pendant l'hiver, l'entraide intervenait aussi lors de la coupe annuelle de bois dans la forêt privée et l'affouage dans la forêt publique. Abattage des arbres de haute futaie destinés à la vente en grumes et au sciage en bois d'œuvre affectés aux besoins domestiques, bâtiments d'exploitation, habitats, voire meubles ou encore à l'industrie. Les chutes non utilisables en bois d'œuvre et les branchages étaient débités en bois de feu pour la consommation familiale, voire la vente. C'est à la fin de l'hiver qu'avait lieu la coupe de taillis également destinée au bois de feu. Les rondins de châtaignier servaient aussi à la fabrication des piquets pour la clôture des pâtures. La forêt paysanne bien entretenue et intelligemment exploitée apportait un complément de revenus à l'exploitant agricole. Bois en grumes et bois de feu nécessitaient l'organisation de vrais chantiers pour l'extraire de la forêt et le transporter vers sa destination. Pour l'extraction et le transport des grumes, il fallait un chariot spécial et un renfort d'attelage. Les agriculteurs ne disposaient pas des tracteurs et engins spéciaux adaptés des exploitants forestiers professionnels. Ces travaux d'exploitation et de charroi du bois se faisaient à la fin de l'été, lorsque le sol des pistes forestières et des chemins ruraux étaient les plus fermes. Enfant, j'assistais avec intérêt, à distance, à ces travaux dangereux, jusqu'au jour où je fus admis à participer après avoir acquis force et savoir-faire. À l'âge reconnu de nos jours, âge adulte. L'entraide au village trouvait d'autres points d'application. Par exemple, chez le forgeron lorsque celui-ci organisait un chantier de ferrage de roues. Les roues étaient fabriquées par le charron dans son atelier,
sur commande de ses clients agriculteurs. À l'époque, les roues en bois équipaient tous les outils roulants de l'agriculture nécessaires aux charrois sur la ferme pour les récoltes, le fumier et autres usages. Toutes ces roues étaient ferrées à la forge. Pour les journées de ferrage, le forgeron faisait appel à un renfort de main-d'œuvre qu'il trouvait auprès de ses voisins habitués à lui prêter main-forte lors des chantiers de ferrage. Il fallait manipuler à l'aide de grosses pinces spéciales et ajuster sur la roue disposée à plat sur des chevalets de bois, le bandage d'acier préalablement chauffé à blanc dans le feu de la forge spécialement aménagé pour la circonstance. Il fallait agir avec dextérité et rapidité, et verser aussitôt abondamment sur la roue l'eau qui refroidissait le métal incandescent, lequel en se rétractant enserrait fermement la roue, faisant crisser le bois sous la pression, signe d'un ferrage réussi. Dans une phase précédente, le forgeron avait préparé les bandages. À partir des barres d'acier de longueur et de profil appropriés, selon la dimension des roues et dont la longueur correspondait au déroulé de la circonférence des roues destinataires, le forgeron enroulait les barres de métal en un cercle préfigurant le bandage, au moyen de l'enrouleuse à cylindre manipulée manuellement. Les deux bouts du bandage étaient ensuite soudés au feu de la forge pour ajuster le cercle. Ensuite l'artisan, avec des outils appropriés et ses jeux de compas, donnait à chaque bandage l'exacte mesure de la roue affairée destinataire. De nos jours, tous les instruments agraires sont équipés de roues à pneus. Les jantes en acier ont remplacé le bois et les pneus remplacent les bandages en acier qui cerclaient les roues en bois. Les vieilles roues en bois désaffectées participent au décor des abords de fermes et des clôtures de jardins. D'autres croupissent dans quelques coins de granges ou cours de ferme, tristes de n'être plus utiles. Les plus petites d'entre elles, transformées en lampadaires, servent parfois au décor du logis. Cette position horizontale, suspendue au plafond d'une salle à manger ou d'un salon, leur convient parfaitement. Parfois sont-elles concurrencées par le vieux joug patiné, vestige du temps révolu du charroi à bœufs. Il n'est pas rare de voir la jeune génération utiliser comme décor de son cadre de vie, les objets ayant été les outils de travail de leurs aînés. Une manière de concilier et de conjuguer modernisme et mémoire du passé. Pendant la guerre de 1939 à 1945, les habitants de Caen se sont remis à faire leur pain. Mais le seul four à pain disponible et en état dans le village était celui de la famille Brianne. Fort heureusement, mon père l'avait fait refaire juste avant les hostilités. J'ai toujours vu faire le pain à la maison. Adolescent, j'ai même appris à le faire, initié par ma mère à pétrir la pâte dans la maie, et par mon père à chauffer le four et à juger quand il était à point pour enfourner les miches en attente de cuisson. Notre famille était nombreuse. D'autre part, les jours de classe, mes cousins écoliers venant d'un hameau distant de 3 km déjeunaient à la maison. Il n'y avait pas de cantine à l'époque à l'école publique. Ma mère était la cantinière de service pour toutes nos jeunes bouches à nourrir. C'est dire qu'il fallait beaucoup de pain, et qu'il était plus économique de le fabriquer soi-même. Mon père allait moudre le blé récolté sur la ferme au vieux moulin à meule actionné par l'eau du ruisseau, et situé à une demi-lieue du clocher du village. Des grosses meules de pierre sortaient d'un côté la belle farine blanche et pure, bien tamisée, qui allait donner le bon pain des humains, et de l'autre côté le son et autres résidus des grains de blé utilisés pour la nourriture des animaux de la ferme et de la basse-cour. Vous avez bien compris que les familles du village venaient cuire leur pain au four des Brianne, devenu en quelque sorte, au nom de la solidarité de voisinage, le four banal. Cela faisait beaucoup d'animation dans la cour de la ferme où se trouvait le four à pain. Il fallait s'annoncer à l'avance et prendre son tour. Ce four à pain, j'avais participé à sa reconstruction. Voici comment Pierre Bailleul, le maçon du pays qui savait confectionner ces fours à pain, était handicapé de ses jambes et se déplaçait très difficilement. Il demanda à mon père si quelqu'un de la famille pouvait lui servir de manœuvre pour lui faire passer les briques réfractaires sur le chantier. Étant donné que ces travaux se situaient hors période scolaire, et que la dimension et le poids des briques étaient à ma portée d'enfant, je fus commis d'office par mon père pour répondre à l'attente du maçon. J'en fus bigrement fier. Sans jeu de mots, j'avais le sentiment d'apporter ma pierre à l'édifice. J'étais admiratif de l'habileté et du savoir-faire de cet artisan assemblant ses briques en une voûte parfaite,
harmonieusement élaborée au-dessus de la sole du four faite de grandes dalles réfractaires bien ajustées et bien planes, prêtes à recevoir la pâte à cuire et à la transformer en pain. Le four à pain remplira sa mission pour les familles du village jusqu'au retour à la normalité après la libération. Les boulangers ambulants venant de Nocelles et de Baraqueville retrouvèrent alors leur clientèle. Ma famille cessa à son tour de cuire son pain une fois la fratrie dispersée, et le mode de vie évoluant. À plusieurs reprises, il reprit du service pour cuire des fournées exceptionnelles à l'occasion de fêtes locales ou familiales. Pendant une trentaine d'années, il a servi une famille et un village. Aujourd'hui, il est toujours là, témoin d'une époque révolue mais toujours disponible. À côté de l'entraide dans les travaux des champs et dans la vie quotidienne au village, il y avait aussi l'entraide entre familles lorsqu'il y avait maladie, décès et autres aléas de l'existence. Cela paraissait tout à fait normal et ordinaire. Cette spontanéité dans l'entraide exercée naturellement en famille et entre familles précéda la solidarité organisée et institutionnalisée qui se développa après la libération. Par voie d'ordonnance complétée par les lois sociales qui suivirent, notre pays a su promouvoir et se donner un ensemble de structures sociales organisant les différentes branches d'une sécurité sociale couvrant l'ensemble des risques de la vie. Caisse d'assurance maladie, maternité, accident du travail, invalidité. Caisse de retraite pour les salariés, les agriculteurs, les travailleurs indépendants et les divers métiers. Caisse d'allocation familiale pour la compensation des charges familiales. Cet ensemble a été fondé à partir de principes simples mais obligatoires et intangibles, à savoir la solidarité nationale, la responsabilité individuelle et collective des citoyens, la gestion paritaire et démocratique par les partenaires sociaux, sous le contrôle du Parlement et de l'État. Une enfance heureuse et une jeunesse laborieuse. Je veux affirmer avec ferveur que mon enfance fut heureuse, à une époque où les conditions de vie n'étaient pas celles d'aujourd'hui et où 6 années de conflits armés, d'épreuves et de privations marquèrent indélébilement notre existence. Jamais je n'ai manqué d'affection, ni de nourriture à la maison. Jamais mes parents ne se sont repliés sur eux-mêmes, pendant la période d'occupation et de contingentement des approvisionnements. Au contraire, ils ont su partager ce qu'ils produisaient sur la ferme avec ceux des membres de la famille et des amis moins chanceux, en ville ou dans le Midi. Ce sont des témoignages qui vous marquent pour la vie. D'autres dans le pays tiraient profit du marché noir. Les jeux et les joies partagées d'une fratrie, même émaillées du piment de quelques brèves disputes fraternelles vite effacées, demeurent des souvenirs intimes. De même, les jeux entre copains du village, surtout s'il s'agit de goûter aux fruits défendus. Par exemple, fumer à l'insu de nos parents soit le rare tabac que nous avions pu nous procurer en cachette, soit à l'automne, lorsque les épis de maïs étaient mûrs, les cheveux secs que nous arrachions de leur coque. Nous roulions nos cigarettes avec le petit appareil ad hoc que nous nous étions procuré et que nous appelions la lieuse. Pour commettre ces délits de jeunesse, nous allions nous cacher dans les bois, nous mettre à l'abri de quelques rochers complices et protecteurs. Peut-être est-ce à ces plaisirs prématurés que je dois d'avoir été détourné de tout tabagisme avant même que n'arrive l'âge adulte, celui de la maturité qui précède ou accompagne la majorité citoyenne. Dans mon enfance, j'ai toujours manifesté le plus profond respect des instituteurs, maîtres et maîtresses que j'ai eus à l'école communale, de la classe enfantine au certificat d'études, et qui ont fait de nous de bons citoyens. Ma vie durant, j'ai éprouvé pour eux une véritable vénération. Devenu adulte, j'avais toujours plaisir à les saluer à l'occasion de rencontres fortuites dans le quotidien de la vie. Lorsque m'a été remis l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur au cours d'une cérémonie rassemblant mes amis et la population locale de mon village natal de Quin, la seule survivante de cette élite de bons serviteurs de l'école de la République que j'ai connue était présente. Madame Matou fut ma première maîtresse à l'école enfantine. Elle était encore jeune fille. C'était son premier poste, et je figurais parmi ses premiers élèves. Je l'avais invitée pour la remercier et lui rendre publiquement hommage. Elle avait répondu à mon invitation, malgré ses 91 ans. Nous étions à l'automne 2002 et je venais, en juin, de mettre un terme à 30 années de fonction parlementaire. Elle était heureuse, et moi aussi. Pendant l'année scolaire, nous étions très occupés. En plus de l'école,
il y avait le catéchisme. Après l'école, le soir à la maison, quelques menus travaux à faire à la basse-cour ou à l'étable, ou encore la corvée du bois. Avec les beaux jours, le gardiennage des animaux au pâturage prenait de longues heures. Je faisais suivre les livres de classe pour étudier tout en surveillant les bêtes. À côté de moi, la chienne fidèle veillait attentivement et intervenait si nécessaire. Elle avait l'intelligence de sa fonction, et les bêtes la craignaient, ce qui facilitait ma tâche de berger. À Caen, tous les jeunes garçons du village avons eu le privilège d'être enfants de chœur à l'église, au fur et à mesure de notre âge de raison, parfois même un peu avant. En ce temps-là, les filles n'étaient pas admises à cette fonction. La maison natale étant toute proche de l'église, dès mon plus jeune âge je fus invitée à participer à cette juvénile tâche. Elle avait aux yeux de nos parents valeur d'engagement, déjà, et de responsabilité. Tous les matins de bonne heure, il fallait servir la messe au curé de la paroisse. Avec les frimas de l'hiver, c'était plutôt méritoire. Après la messe, retour à la maison pour avaler le petit déjeuner avant de rejoindre l'école. Le dimanche, il y avait 2 messes à servir dans la matinée et les vêpres dans l'après-midi. J'assumais ce service de l'église sans rechigner quelques années durant, lorsque j'étais en culotte courte, entre 6 et 11 ans. Puis vint la relève, mais montait en moi le sentiment que j'avais fait provision d'office religieux pour la vie. La Jacques vint, fort heureusement, nous apporter un nouvel éclairage sur la foi et le sens de notre engagement chrétien dans la vie et dans la société des hommes. Je garde cependant un souvenir ému de cette période et des soirs de décembre où le charron du village, sonneur de cloche de la paroisse, nous invitait à le suivre là-haut au clocher pour sonner à toute volée les carillons de Noël annonçant la naissance de l'enfant Jésus. C'était pour nous une joie immense. Je m'amusais des projets que l'on faisait autour de moi, et pour moi dans les conversations en famille ou dans la rue. Toutes ces personnes bien intentionnées oubliaient de solliciter mon avis et de me consulter sur mes ambitions d'alors qui pouvaient être considérées par les sages, avec une certaine condescendance, comme rêve de jeune cerveau. Pourtant, bien qu'encore enfant, j'étais déterminée et savais ce que je voulais faire. Mes maîtres disaient à mes parents: « Après le primaire, il faudrait que votre fils poursuive des études. » Le chanoine Davy, curé de la paroisse, aurait vu d'un bon œil que l'enfant de chœur qui venait servir la messe tous les matins entre au petit séminaire. L'oncle Adrien Rollet, ancien commissaire divisionnaire de police retiré à Nocelles, venait souvent à la maison. Il raffolait des saucissons que fabriquait ma mère. Bon vivant, d'origine bourguignonne, il appréciait le goûter qui lui était offert. S'intéressant au futur de ses neveux et nièces, il disait à mes parents: « Votre fils Jean ferait un bon fonctionnaire. Vous devriez le mettre au cours complémentaire à Nocelles pour y poursuivre des études et passer des concours. » Moi, je souhaitais secrètement faire des études et réaliser mon projet, celui de faire l'école de l'air pour devenir officier pilote de chasse. Les événements familiaux qui survinrent avec la grave maladie de mon père firent s'évanouir tous ces projets. À la fin des hostilités, à la Libération, j'avais 15 ans et ne pouvais alors envisager de reprendre des études sans travailler. L'alternance travail-études fut la solution choisie. C'est celle que j'ai pratiquée pendant plus de 20 ans. Ce fut un excellent apprentissage de la vie. La famille, les copains, la Jacques et une volonté farouche de réussir ma vie furent les supports d'une jeunesse sans doute laborieuse, mais malgré tout heureuse. Lorsqu'aujourd'hui je me retourne sur ce que furent mes jeunes années et un demi-siècle de vie active, je suis heureux et comblé. Les souvenirs et le présent d'une vie familiale intense, la richesse d'une expérience de vie acquise dans l'engagement professionnel puis politique et la passion du servir et du vivre ensemble, font que je reste toujours disponible et serein pour participer au quotidien de la vie. Car la vie continue. Chapitre 2. De l'associatif au politique. À l'école de la vie. Par nécessité familiale, dès l'âge de 12 ans, j'entrai dans la vie active, du fait de la grave maladie de mon père. Je dus renoncer alors au cursus envisagé d'études secondaires et supérieures, pour préparer le concours d'entrée à l'école de l'air. Mon rêve d'enfant était d'être admis à cette école. Je voulais être officier pilote de chasse. J'ai vécu cette année-là la première grande déception de mes jeunes années. Cependant, brûlait toujours en moi l'ardent désir d'entrer dans le personnel navigant de l'armée de l'air.
Mais ce ne pouvait être désormais que par la petite porte. C'est-à-dire comme sous-officier, en signant un engagement lors de mon service militaire après avoir effectué une formation appropriée sous forme de préparation militaire. Heureusement, le goût des études, la ferme volonté d'acquérir une formation générale et professionnelle et de construire mon avenir m'habitaient. J'ai été successivement auxiliaire et aide familiale sur l'exploitation agricole de mes parents. La première expérience de formation alternée, je l'ai faite avec la maison familiale d'apprentissage rural de Joël qui venait d'être créée. À la fin des hostilités et à la libération de 1945, ce fut le retour à la maison de mes frères aînés. J'avais 15 ans et vu la situation familiale, je ne pouvais envisager autre chose que de poursuivre l'alternance travail-études pour gagner ma vie et poursuivre mes études. Les cours par correspondance m'apportèrent cette possibilité. Mais ce n'était pas facile de concilier études et travail salarié. J'ai connu la condition de l'ouvrier agricole saisonnier et journalier. J'ai été également auxiliaire dans la grande famille des PTT de l'époque. Je me souviens de mes tournées de facteur intérimaire à vélo, sur les routes et les chemins rocailleux du pays desservis par le bureau de poste de la Motte, sur le territoire de la commune de Quin. Le facteur était le messager attendu tous les jours de la semaine, porteur du journal, des lettres, des mandats, des commissions qui lui étaient confiées par la population. Il était toujours bien accueilli, et les portes s'ouvraient à son passage. Ces tournées à travers la campagne valaient bien une épreuve de cyclocross. Il fallait avoir du jarret. Mon vélo Hirondelle de Manu France n'avait rien de commun avec les vélos VTT d'aujourd'hui. Ainsi coulèrent 5 années de ma vie où alternaient travail et études intenses, 7 jours sur 7 excepté quelques courtes escapades du dimanche. J'avais un idéal chevillé au corps, et la volonté de réussir. Le moment venu, je m'inscrivis pour faire la préparation militaire à l'aéroclub de Rodez. Selon la météo, je me rendais au chef-lieu du département en bus ou en vélo. Les soirs de préparation militaire, je dormais à Rodez chez une tante, ne pouvant dans la nuit regagner la maison natale de Quin distante d'une 30aine de kilomètres. Je retrouvais mes occupations habituelles le lendemain. Je passais avec succès l'examen de la préparation militaire, à la suite de quoi je contractais un engagement de 5 ans pour servir dans le personnel navigant de l'armée de l'air comme sous-officier pilote. Mais voilà que, lors d'une visite médicale approfondie, le médecin militaire me signifia que je n'étais plus apte à être pilote de chasse, mais que je pouvais servir comme mécanicien avion. Le médecin militaire venait de découvrir une légère arythmie cardiaque. Pourtant je me sentais en pleine forme. Le souffle ne me manquait pas et sur mon vélo je ne mettais jamais pied à terre, même dans les côtes les plus dures. Ce fut comme un coup de massue sur ma tête. Mon rêve s'évanouissait définitivement. Ce fut la deuxième grande déception de ma jeunesse. N'acceptant pas la demi-mesure que me proposait l'armée de l'air, je résiliai le contrat comme le permettaient les clauses de l'engagement que j'avais accepté de signer comme postulant navigant. Dès lors, il fallut bien me résoudre à trouver une autre voie. Voir juger agir. Les années 40 furent marquées par la guerre, la résistance puis la libération de 1945. Nos jeunes années furent aussi imprégnées par le contexte de l'époque. Fort heureusement, un mouvement de jeunes pénétrait les campagnes et se développait, la JAC, Jeunesse agricole catholique. Ce mouvement d'église, mouvement d'action catholique, incitait les jeunes ruraux, filles et garçons, à se former, à se prendre en charge, à prendre en charge leur destin et celui du monde rural. Marcel Bruel, André Laure, Gilbert Serriet, André Casal, Raymond Lacombe et bien d'autres en sont issus. Avec Raymond Lacombe, nous sommes entrés à la JAC le même jour. Avant cette première rencontre, à l'occasion d'une session de formation à Seignac, nous ne nous connaissions pas. Je crois que nous étions aussi timides l'un que l'autre. Mais très vite, nous nous découvrîmes très proches, ayant la même vision de la société et de l'action à conduire pour le monde rural que nous souhaitions faire évoluer. Nous étions en phase sur la finalité de l'économie et sur la primauté de la personne humaine. Nous avions une estime et une confiance réciproques. Rapidement, nous sommes devenus de vrais amis. Ce qui était caractéristique chez Raymond Lacombe et qui fut moteur de son ascension professionnelle et sociale, c'est sa rigueur morale, son intégrité et un volontarisme paysan sans faille.
Nos rapports furent parfois âpres mais toujours confiants et directs, même si sur certains points nous n'avions pas la même approche pour régler les problèmes. Ainsi, par exemple, lorsque lui, le leader syndical de la FNSEA qui se voulait apolitique, privilégiait une cogestion directe des problèmes agricoles avec les gouvernements successifs, court-circuitant les représentants politiques du pays qui étaient sollicités par la suite lorsque les affaires allaient mal, et que l'intervention ou la mission des parlementaires s'avérait nécessaire. Mais l'amitié qui faisait de nous des complices dans la vie, nous permettait de dépasser ces difficultés et de faire le point sur le fonctionnement démocratique des institutions dans notre pays, et le rôle respectif du gouvernement, du Parlement et des corps intermédiaires. Ce fut une chance pour beaucoup de jeunes de ma génération de rencontrer la JAC. Elle nous apporta une incomparable formation humaine, des connaissances, une ouverture sur le monde. Elle nous fit découvrir les valeurs fortes, les repères de vie, les notions économiques, sociales et culturelles qui fondent notre existence et la vie en société. Elle nous enseigna les exigences de solidarité, de justice, de tolérance et le respect d'autrui. En une période où le monde rural bougeait et se transformait, ce mouvement de jeunes pour et par les jeunes nous apprit à faire face aux difficultés, à dépasser nos illusions, à surmonter nos déceptions personnelles, à nous dépasser nous-mêmes pour nous tourner vers le service d'autrui, transformer le monde rural, transformer la société contemporaine. Pour aider les jeunes garçons et filles, militants de la JAC, elle prenait comme méthode et comme viatique cette trilogie de l'action mise en pratique sur le tas, dans le quotidien, voir, juger, agir. Formule concrète qui nous a rendus aptes à ne jamais renoncer, à entreprendre, à comprendre la société, son évolution, ses exigences, ses attentes, ses espoirs. Oui, la JAC fut une école de la vie et quelle école! C'est à travers elle que j'ai approfondi ma foi et découvert le vrai sens de la vie. Les épreuves et les difficultés qui jalonnent une vie de jeune peuvent être aussi, j'en porte témoignage, une excellente école de la vie. Imprégné de patriotisme. La Seconde Guerre mondiale. 1939, j'avais 9 ans. Ma génération a été marquée par la Seconde Guerre mondiale et par les événements qui se sont déroulés de 1939 à 1945. La déclaration de guerre, le lugubre tocsin annonçant la mobilisation générale avant même que ne fût posée la grande affiche officielle du gouvernement. Puis ce fut le départ des hommes, jeunes et moins jeunes, appelés sous les drapeaux, les pleurs des parents, des épouses et des enfants voyant partir un être cher pour le service de la patrie en danger. La radio, les journaux nous donnaient des nouvelles des combats, de l'avancée allemande au nord et à l'est, du recul de nos armées. La célèbre ligne Maginot, qui était censée être le rempart infranchissable nous protégeant de l'ennemi héréditaire, n'a pas résisté aux colonnes blindées allemandes. Dans le ciel, nos avions ne pouvaient prétendre contenir et vaincre des forces aériennes adverses, supérieures en nombre et en capacité de feu. Sur mer, la puissante armada de sous-marins allemands menaçait et paralysait les forces maritimes françaises et alliées. Cette guerre éclair déborda les dirigeants de notre pays. Nos troupes furent rapidement mises hors de combat. Le pays envahi connut la débâcle de 1940 et la signature de l'armistice. L'appel du général de Gaulle, prononcé depuis Londres le 18 juin 1940, résonna sur les ondes comme une lueur d'espoir. C'était un appel au sursaut national. Mais il n'obtint que peu d'écho dans la France profonde, où la population locale ne disposait alors que de moyens de communication réduits. Cependant, nous verrons ensuite la résistance s'organiser sur l'ensemble de la France, jusqu'y compris dans les campagnes les plus reculées. Avec la débâcle de 1940, les réfugiés fuyant devant l'envahisseur affluèrent vers le sud. La majorité des familles du village se mobilisa pour en accueillir et les héberger gratuitement. Le repli du gouvernement de la République, l'installation d'un nouveau pouvoir avec le maréchal Pétain à sa tête, l'installation du régime de Vichy, l'occupation nazie, le service du travail obligatoire en Allemagne, STO, les nombreux soldats français prisonniers retenus dans les camps, les stalags et les oflags quelque part sur territoire du Reich, dans cette Europe désormais sous la botte nazie, créaient une situation pénible et triste de pays vaincus et humiliés et un climat délétère pour les citoyens. L'éloignement des prisonniers de leurs familles allait durer 5 ans. Dans les villages,
la population se mobilisait pour collecter des ressources et confectionner les colis aux prisonniers qui furent autant de messages et de présents pour manifester la solidarité, maintenir le lien affectif et adoucir les souffrances de la séparation. Nous jeunes, nous étions associés à cet élan de fraternité, jusque dans l'organisation de spectacles, théâtres, danses, chants et autres divertissements dont le produit allait au financement des colis envoyés aux soldats français prisonniers en Allemagne. La vie s'écoulait au fil des jours et des saisons, des nouvelles et des événements. Nous étions un pays occupé, soumis à l'occupant et placé sous le joug du régime nazi avec tout ce que cela suppose de restrictions des libertés, de contrôle policier, de renoncement pour les uns, d'humiliation pour les autres, de refus de soumission et de résistance pour ceux ayant entendu et répondu à l'appel du 18 juin. Face à tous ces malheurs, nous avions dans ma famille le bonheur d'avoir mon père parmi nous. Né en 1900 et père de famille nombreuse, il n'a pas été incorporé sous les drapeaux à la déclaration de guerre. À l'école communale, l'instituteur, lui aussi resté au village en raison de son âge, cultivait en nous le sens, l'amour et l'honneur de la patrie au travers de la leçon d'éducation civique, qui marquait le début de chaque journée scolaire. Le monument aux morts situé sur la place du village, face à l'église, réunissait une fois l'an tous les écoliers autour de leurs enseignants, pour la commémoration de l'anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre de 1914 à 1918. Le 11 novembre, notre instituteur, secrétaire de mairie, faisait l'appel des morts. Nous répondions en chœur après chaque nom cité, « Mort pour la France ». Il y avait là rassemblé la foule nombreuse venue de tous les villages de la commune, dont les anciens combattants réunis autour de leur drapeau. Le chant de notre hymne national, la Marseillaise, clôturait la cérémonie à la fois simple et solennelle. Quel paradoxe! Nous célébrions un armistice et la victoire sur l'ennemi de 1918, et nous étions de nouveau en guerre avec lui, cette fois en situation de vaincu et sous sa botte. La solennité du cérémonial du 11 novembre et les circonstances créaient une atmosphère d'irréel et de tragique. Sur le monument aux morts, dans la trop longue liste des enfants du pays morts pour la France, 4 noms de ma proche famille, 2 côté paternel et 2 côté maternel. Dans nos têtes et nos cœurs d'enfants, ces noms de membres de la famille fauchés à la fleur de l'âge, comme nous disaient nos parents, avaient une résonance profonde. Nous ressentions leur mort comme une injustice et comme une frustration, comme l'anéantissement d'une promesse de vie, bien que l'on glorifie leur sacrifice. Ils étaient morts pour la France, pour défendre le pays, la nation, la République, nos libertés, la paix. À cette évocation, notre juvénile révolte se métamorphosait en sentiment de fierté et en réflexe de patriotisme. Après l'armistice de 1940, l'État français instauré par un nouveau pouvoir se substituait à la République française. À la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, gravée sur tous les frontons des bâtiments publics, dans nos cœurs et dans nos mémoires, les tenants du nouveau pouvoir de Vichy préfèrent l'énoncé de leur programme politique, travail, famille, patrie. Tous les matins dans nos écoles, il est demandé aux écoliers que nous sommes de chanter le chant « Maréchal nous voilà », sous l'autorité et la baguette du maître d'école. Il me prit un jour de dessiner au crayon le portrait du maréchal Pétain, chef de l'État français, figurant en bonne place sur le mur de l'école au-dessus du bureau du maître. L'instituteur crut devoir l'adresser au maréchal. J'eus en retour sa photo dédicacée. Je ne sais ce qu'elle est devenue. Probablement, elle a dû disparaître avec d'autres papiers et souvenirs de mon enfance dans le feu allumé par ma mère dans le jardin, à l'occasion d'un vide-grenier. La résistance. Pendant la période de l'occupation allemande, plusieurs membres de la famille s'engagèrent dans la résistance. Mon frère aîné, André, fut réfractaire au travail obligatoire en Allemagne. Il fit le choix de prendre la clé des champs le jour où son contige, incorporé dans une unité des chantiers de jeunesse dans le centre de la France, devait embarquer pour l'Allemagne nazie au titre du STO. Il rejoignit la résistance. Elle lui procura de faux papiers d'identité et lui trouva une ferme d'accueil dans la région, en attendant des jours meilleurs. Un autre frère plus âgé, Raymond, quelque temps après, rejoignit le maquis du secteur proche à l'encadrement duquel servait le cousin René. Officier de réserve, il avait repris du service dans la résistance active. René se distingua dans les opérations conduites contre l'occupant ennemi dans la région,
puis poursuivit le combat de la libération avec la première armée française du général Delattre de Tassigny, dans l'est de la France, en Alsace, sur le Rhin et jusque sur le Danube en Autriche. Ces faits d'armes lui valurent de nombreuses citations élogieuses avec décoration. Revenu à la vie civile à la fin de son engagement militaire et des hostilités, il ne se départit pas de sa modestie toute naturelle et du patriotisme viscéral qui habitait sa personne. Il déclina la proposition de nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur que ses faits d'armes et ses états de service justifiaient amplement. « Je ne me suis pas battu pour collectionner des décorations et des médailles, mais pour servir mon pays et le libérer de l'occupation nazie », disait-il. Son honneur était le service de la patrie pour lequel son père, qu'il n'avait pas connu, était mort sur les champs de bataille de 1914 à 1918. L'enfant que j'étais encore était admiratif de ce cousin René, replié de Paris, à l'accent bien parisien mais surtout magnifique athlète de 30 ans et valeureux soldat. J'étais tout aussi admiratif de sa voiture d'un gris cendré, une traction avant Citroën 11 CV légère, dans laquelle il nous amenait lors de ses visites. Elle le suivra au maquis pour le service de la France. Ces années de la Résistance, je les ai vécues intensément. J'étais encore trop jeune pour y participer activement, faire le coup de feu contre l'occupant. Tout au plus pouvais-je porter quelques messages. Encore que la plus grande prudence et la plus grande discrétion étaient de rigueur dans la famille et autour. J'avais la plus grande admiration pour ceux de ma famille, et pour les autres résistants que je connaissais. Je pleurais à chaudes larmes le jour où mon père nous a pris, alors que nous étions réunis autour de la table familiale pour le déjeuner, que nous ne reverrions plus Marcel Keller, notre ami. Il avait été tué la veille au cours d'un accrochage avec une colonne allemande à côté du bois du Four, lieu-dit situé sur la 911 entre Pont-de-Salars et Millau. Il avait 19 ans. Ce jeune de 4 ans, mon aîné, souple et sportif, était arrivé dans le village de Quin lors de la débâcle de 1940. Il était, disait-il, sans famille, et venait de la région champenoise. Très vite, il s'intégra dans la famille qui l'accueillit et Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.